Une célèbre application pour sportifs décide d'analyser les données de 31 millions d'utilisateurs dans le monde afin de suivre les objectifs qu'ils se sont fixés le 1er janvier. Nombre d'entraînements, intensité, engagement global, l'analyse des données a permis à l'application de suivre en temps réel la courbe de motivation de ses abonnés. Verdict, les premiers jours de janvier, tout le monde est à fond. Les salles sont pleines et les applications s'affolent. Bref, c'est la grande effervescence des bonnes intentions. Mais plus les jours passent, plus cette belle énergie s'essouffle. D'abord, lentement, puis brutalement. Et tenez-vous bien, dès le 2e vendredi de janvier, la plupart des bonnes résolutions ont disparu des radars. Ce phénomène est si répandu qu'il a hérité d'un surnom évocateur, le Quitting Day, littéralement le jour où on jette les plombs. Bref, les bonnes résolutions, ça fond comme neige au soleil. Alors ça ne veut pas dire qu'on est nul, faible ou incapable. Loin de là. C'est juste que notre cerveau n'est pas câblé pour changer nos habitudes du jour au lendemain. Il a besoin de méthodes adaptées pour ancrer durablement de nouveaux comportements. La volonté seule, aussi forte soit-elle, ne suffit pas toujours, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant de comprendre pourquoi il est si difficile de tenir nos bonnes résolutions, une question. Pourquoi chaque 1er janvier se réveille-t-on presque tous avec une irrésistible envie de tourner la page, de devenir meilleur? Pour le savoir, il faut remonter le temps. Tout commence en Mésopotamie chez les Babyloniens il y a près de 4000 ans. Leur année ne démarre pas en janvier comme la nôtre, mais à la mi-mars au moment des semailles. Pour marquer le coup, les Babyloniens organisent un gigantesque festival, Akitu. 12 jours de fêtes et de rituels durant lesquels ils prennent de bonnes résolutions. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour eux de courir 2 fois par semaine ou de réduire les apéros. Non, leurs engagements sont plus terre à terre. Ils promettent par exemple de rembourser leurs dettes ou de rendre les outils agricoles qu'ils ont empruntés aux voisins. Quelques siècles plus tard, les Romains reprennent l'idée. Ils consacrent tout le mois de janvier au dieu Janus, un personnage à 2 visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Les Romains lui adressent donc leurs promesses pour l'année à venir. Et voilà, tradition vieille de plusieurs millénaires a finalement traversé les époques pour arriver jusqu'à nous. La seule chose qui a vraiment changé, c'est la nature des résolutions. Aujourd'hui, on ne parle plus de rembourser une dette ou de rendre une charrue. Non, on s'engage à faire plus de sport, à mieux manger, être à l'heure, se coucher moins tard, passer moins de temps sur les réseaux ou sur sa console. Pourtant, on l'a dit, la plupart d'entre nous échouent très rapidement. Alors, qu'est-ce qui coince? On entend souvent dire que tenir ses résolutions, c'est avant tout une question de volonté, qu'il suffirait de serrer les dents et de s'accrocher. Alors oui, la volonté joue un rôle, mais non, elle ne fait pas tout. Les choses sont un peu plus complexes qu'il n'y paraît, car notre cerveau n'est pas toujours un allié très fiable quand il s'agit de changer nos habitudes. Ici, juste derrière le front, se trouve le cortex préfrontal. C'est la zone de la prise de décision, de la volonté. C'est lui qui nous souffle « Ne touche pas à ces cookies, tu en as suffisamment mangé ». Ou bien « La poubelle est pleine, il faut la descendre ». Dans les années 1990, Roy Baumeister, un psychologue américain, s'est demandé « Pourquoi notre volonté cède-t-elle parfois ?» Pour le découvrir, il a imaginé une expérience, un peu cruelle, mais rassurez-vous, parfaitement scientifique. Il a demandé à ses étudiants de manger des radis tout en résistant à une assiette de délicieux cookies aux pépites de chocolat. Pas facile, hein? Comme prévu, certains étudiants ont tenu bon et d'autres ont craqué, ils se sont rués sur les cookies. Mais ce n'était pas le véritable objectif de l'expérience. Le scientifique a ensuite donné à tous les participants, ceux qui avaient résisté et ceux qui avaient craqué, un puzzle impossible à résoudre. Résultat, ceux qui avaient tenu bon face aux cookies ont abandonné 2 fois plus vite que les autres, comme si leur réserve de volonté était complètement à plat. Baumeister a donné un nom à ce phénomène, l'épuisement de l'ego. Selon lui, son expérience prouve que notre cortex préfrontal, autrement dit notre volonté, fonctionne un peu comme la batterie de nos smartphones. Plus il travaille, plus il se vide. Résultat des courses, ne compter que sur sa bonne volonté pour tenir ses bonnes résolutions, c'est un peu juste. Il faut donc s'y prendre autrement, c'est-à-dire transformer nos résolutions en habitudes. Voilà la clé. Quand un comportement devient automatique, il ne consomme plus de volonté. Se brosser les dents, prendre un café, s'habiller le matin, tous ces gestes se font sans effort, sans réfléchir. Wendy Wood, une chercheuse de l'Université de Californie du Sud, a démontré en 2002 que 43% de nos actions quotidiennes sont sur pilote automatique, près d'un acte sur 2. Ces actions
sont pilotés par le striatum, une zone située au centre du cerveau sous le cortex cérébral. Le striatum fonctionne comme un système d'apprentissage. Il automatise peu à peu les comportements que l'on répète. Par exemple, lorsque vous prenez votre café chaque matin, dans le même contexte, le striatum encode cette séquence et la transforme progressivement en automatisme. Le bonus, c'est que ça libère le cortex préfrontal, autrement dit, notre réserve de volonté. Une fois l'habitude bien ancrée, vous n'avez plus besoin de réfléchir pour l'exécuter. Le striatum prend le relais et déclenche automatiquement le comportement dès que les signaux environnementaux sont présents. Lever, cuisine, machine à café. Maintenant, revenons à nos bonnes résolutions du 1er janvier. La clé pour s'y tenir, c'est de les transformer en habitudes. Autrement dit, faire en sorte qu'elles ne dépendent plus de notre cortex préfrontal, mais de notre striatum. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Créer une habitude, ça prend du temps. On dit souvent qu'il faut 21 jours. Pour des tâches plus complexes, ça peut même prendre plus de 250 jours. C'est donc plus long qu'on ne pensait. Pour former une nouvelle habitude, notre cerveau a besoin de temps, mais pas seulement. Il a aussi besoin d'un petit coup de pouce. Et là, on a le choix. Il existe 3 stratégies qui peuvent nous aider à y parvenir. La première consiste à ne pas voir trop grand. Le chercheur qui l'a mise au point s'est appuyé sur l'histoire d'un de ses étudiants qui voulait se remettre au sport. Il lui a conseillé de faire une pompe par jour, une seule, et d'augmenter très progressivement. L'étudiant a trouvé cette idée ridicule, mais il a fini par se prendre au jeu. Et 6 mois plus tard, il enchaînait 50 pompes par jour et se rendait 3 fois par semaine à la salle de sport. Le secret, une seule pompe par jour demande peu de volonté. 2, 3, non plus. Puis, plus. Et de fil en aiguille, le cerveau s'habitue à ne plus solliciter la volonté. Le plus dur finalement dans cette histoire, c'est juste de commencer. Deuxième stratégie, modifier l'environnement. Wendy Wood, qui a démontré en 2002 que 43% de nos actions quotidiennes sont sur pilote automatique, a également démontré que la plupart de nos comportements sont dictés par notre environnement. Donc, si vous voulez changer vos habitudes, ne cherchez pas à vous changer vous-même, changez ce qui vous entoure. Exemple, vous avez décidé de lire au lit plutôt que de regarder les écrans. Déposez votre livre sur votre oreiller chaque matin. Le soir venu, il sera là sous vos yeux. Impossible de l'oublier. Enfin, troisième et dernière stratégie, ce que l'on appelle le temptation bundling. Le principe est simple, il consiste à associer une nouvelle habitude à quelque chose que vous adorez déjà faire. Une expérience menée aux États-Unis proposait par exemple à des gens d'écouter leur podcast préféré uniquement pendant leur séance de sport. Résultat, presque 30% d'assiduité en plus à la salle de gym. Alors pourquoi ne pas tenter le coup avec Épicurieux sur Spotify lors de votre prochaine séance? Le secret de cette stratégie, notre cerveau adore les récompenses immédiates. Donnez-lui une petite dose et il vous suivra. Alors, chers épicurieuses et épicurieux, vous avez compris, si vous comptez uniquement sur votre volonté et si vous visez trop haut, vos bonnes résolutions risquent de tomber à l'eau. Et souvenez-vous, il faut 66 jours en moyenne pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Ça fait presque 2 mois et demi. Nous sommes le 1er janvier. Si vous commencez aujourd'hui, à la mi-mars, ce sera devenu automatique. Et dans un an, vous pourriez faire partie des 8% qui auront réussi. J'attends impatiemment vos commentaires et de savoir si ça a fonctionné pour vous.